Lorenzaccio, un héros romantique en 1830, conférence passerelle du 26 février 2013 par Caroline Roll, professeure d'histoire et de géographie à Lyon. Bonne écoute. À propos de Lorenzaccio, peut-être plus que de Lorenzaccio en tant que personnage littéraire, puisque vous le savez, vous l'avez bien compris, je ne suis pas professeur de littérature, mais d'histoire-géographie, donc c'est pas du tout un angle d'attaque que vous avez. Alors vous avez certainement vu un petit peu l'aspect historique, mais peut-être pas de façon très détaillée. Et donc mon propos ne sera pas du tout de faire une analyse littéraire du texte. C'est pas du tout. Je suppose que vous l'avez. Plusieurs d'entre vous m'ont dit que vous l'aviez déjà faite. Donc tant mieux, vous aurez au moins... Alors, on m'a demandé de rappeler rapidement l'intrigue, donc je parle sous votre contrôle d'ailleurs, parce que tout le monde ne la connaît pas bien. Je vous rappelle très rapidement qu'il s'agit en fait... Lorenzaccio est donc le héros d'un drame romantique qui fréquente assidûment Alexandre, duc de Médicis. Je vais vous reparler du contexte, donc j'insiste pas, et qu'il est le compagnon... d'action et de débauche d'ailleurs d'Alexandre, et avec dans la tête l'idée de tuer cet Alexandre qui est considéré comme un tyran à l'époque, comme un débauché. Et en fait, parallèlement à l'intrigue même et au parcours de Lorenzaccio, vous avez deux autres des querelles de famille en fait qui veulent conduire aussi à l'échec d'Alexandre et à la destitution d'Alexandre, qui s'entremêlent dans l'histoire. Alors bon, l'intrigue est assez compliquée, vous avez vu certainement en cours que si Lorenzaccio n'a pas été joué, c'est aussi en partie parce qu'il y avait un nombre de scènes incalculables, et puis de décors, 36 scènes, 60 décors, quelque chose de tout à fait incroyable. Donc du coup, les enchevêtrements d'intrigue sont assez compliqués. Mais après, je suppose que je pars quand même du principe que vous connaissez un petit peu Lorenzaccio, puisque on m'avait dit que c'était un peu connu. Alors, autre chose à propos en introduction, disons un peu matérielle, je n'ai pas eu le temps, j'avais préparé une chronologie, une bibliographie indicative, tout un tas de papiers que je voulais vous faire dans un petit livret, donc je n'ai pas eu le temps de le faire, mais je m'engage à vous le faire si ça vous intéresse pour la semaine prochaine ou la rentrée, et puis on verra ensemble comment le diffuser, mais si vous le voulez, en tout cas, je peux vous faire un petit recueil, en tout cas par rapport à ça. Alors, en ce qui concerne le sujet en lui-même, l'idée n'est donc pas, je vous l'ai dit, de parler de Lorenzaccio d'un point de vue littéraire, mais plutôt de contextualiser, parce que comme Germaine de Staël le disait, je pense que vous la connaissez puisque c'est l'une des premières égéries du romantisme, Germaine de Staël disait que la littérature et l'art, d'une façon générale d'ailleurs, était l'expression de la société. Alors quelque chose qui aujourd'hui nous paraît peut-être tout à fait commun, mais qui à l'époque était quand même quelque chose d'assez neuf. Et effectivement, je crois qu'on ne peut pas comprendre, particulièrement au XIXe siècle peut-être, vous l'avez peut-être vu dans d'autres aspects sur le roman ou la poésie peut-être, on ne peut pas comprendre ces œuvres sans avoir une contextualisation historique importante. Il me paraît vraiment, en l'occurrence ici, important de faire un petit peu ce parallèle, cette contextualisation. Alors, en l'occurrence, il s'agit de deux époques ici, et il était intéressant éventuellement de les mettre en miroir. 1534, donc la date où se situe l'action à Florence, en Italie. Donc une période de la Renaissance italienne tout à fait intéressante. Et puis 1834, donc cette fois, un moment historique assez essentiel aussi en France, puisqu'il s'agit de la monarchie de Juillet, mais qui suit juste après la Révolution de 1830. Donc il y a vraiment là une possibilité, on va le voir sur tout un tas de plans, de faire des comparaisons, qui de mon point de vue n'aident pas forcément à la compréhension de la personnalité de Lorenzaccio. Ça, c'est une question sur laquelle on pourra débattre peut-être après, mais je crois que ça aide surtout à comprendre dans quel état d'esprit Musset a pu travailler et en quoi c'est un drame romantique par rapport justement au contexte historique. Et puis, surtout, de mon point de vue, cette comparaison historique lui permet surtout de poser en fait des tas de problématiques ou des questionnements qui sont à la fois politiques, qui sont à la fois sociales. Il y a aussi une critique sociale assez intéressante, j'essaierai de voir très rapidement,
et même des questionnements éventuellement métaphysiques, mais en tout cas qui se font écho entre le XVIe siècle et le XIXe siècle. Donc voilà, je pense que c'est de ce point de vue-là qu'il faut le voir, que l'intérêt se situe là, dans cette comparaison des époques, sachant que si on va le voir, il y a des tas de points communs entre les deux époques. Il ne faut pas non plus vous dire que... Enfin, il faut garder, évidemment... vous savez qu'en histoire, il y a toujours ce problème de la téléologie, qui est de mélanger différents regards et de regarder avec nos regards actuels un certain nombre d'époques. Donc, c'est la même chose si on met en parallèle le 19e et le 16e siècle. Donc, il faut faire bien attention à ça. Mais il y a vraiment cette idée de comparer deux époques qui, on va le voir, ont un certain nombre de points communs et qui peuvent permettre d'avoir des réflexions un peu intemporelles, politiques, sociales ou même éventuellement philosophiques. Voilà. En tout cas, l'action donc se situe, enfin plus exactement, je ne reviens pas sur les difficultés que Musset a eues. Vous savez que sa pièce n'a pas été jouée jusqu'en 1896, si mes souvenirs sont bons, et que en fait cette pièce est quand même considérée comme le drame romantique par excellence. En tout cas considéré dans tout ce que j'ai pu lire chez les littéraires pour le coup, et que c'est vraiment un drame romantique dans la mesure où il est effectivement ancré, véritablement ancré dans l'histoire et dans une réalité historique qui certes de temps en temps il y a des petites erreurs, mais globalement vraiment Musset connaît bien la période dont il parle, où il situe l'action, même si à l'époque les connaissances sur le XVIe siècle florentin et sur les Médicis en particulier n'étaient pas aussi développées que celles qu'on peut avoir maintenant, puisqu'il y a eu un fort renouvellement historiographique ces dernières années. Voilà, alors on peut se poser plusieurs questions, d'abord à propos de cette pièce et de la façon dont je peux l'aborder aujourd'hui. Comment justement mettre en parallèle ces deux époques, en les comparant et surtout en voyant sur quel plan elles se ressemblent, elles ont des points communs. Voir aussi quelles sont les différentes thématiques, justement, historiques, que l'on peut extraire de la pièce, en l'occurrence, et puis essayer de situer Lorenzaccio en tant que personnage à la fois littéraire, historique aussi, et puis sans doute aussi le reflet, d'un certain point de vue en tout cas, de Musset lui-même. Voilà, donc on peut se poser un peu toutes ces questions auxquelles je tenterai de répondre en étudiant d'abord justement ces deux époques qui sont marquées par une situation extrêmement instable, que ce soit au XVIe siècle ou au XIXe siècle, de tous les côtés, on va y revenir. Par ailleurs, c'est une époque dans laquelle le peuple s'exprime et a un rôle d'acteur tout à fait important. Et il s'exprime, il revendique, on va le voir sous plusieurs formes en tout cas, et où la critique féroce est assez acerbe, que ce soit au XVIe siècle comme au XIXe siècle. Donc là, il y a vraiment aussi un certain nombre de points communs. Et puis, dans un troisième temps, on essaiera de voir un petit peu comment la pièce de Lorenzaccio permet de dresser le portrait de ce héros. Alors, considéré comme un héros romantique, moi, à la fin, je vous dirai ce que j'en pense. Je ne suis pas complètement convaincu qu'il soit le prototype du héros romantique, mais enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il est présenté systématiquement. Donc, bon, voilà, ça sera mon point de vue d'historienne et non pas de professeur de littérature. Voilà, et bon, voilà, donc c'est sous ces trois angles que je vous le présente. Alors, première chose, d'abord, une petite situation donc, de ces époques qui sont caractérisées toutes les deux, aussi bien en 1534 et en 1834, par des gouvernements qui sont des gouvernements d'autocrates, de régimes autoritaires dans les deux cas, et dans des périodes particulièrement instables, à la fois instables politiquement, mais aussi économiquement et socialement. Donc c'est un premier parallèle que l'on peut faire. Je vous rappelle, en ce qui concerne d'abord la France, que quand Musset publie donc cette pièce en 1834, nous sommes donc, je vous le disais tout à l'heure, dans la monarchie de Juillet, qu'il y a eu en 1830 une révolution. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes très à l'aise avec le 19e siècle, parce qu'on l'aborde très peu en histoire en première et terminale, enfin même quasiment jamais. Donc, généralement, Restauration, monarchie de Juillet, ça ne vous dit rien du tout. Donc, je vous rappelle quand même qu'en 1815, après les 100 jours et la fin de Napoléon, il y a eu une restauration monarchique qui a couru jusqu'en 1848.
et qui a été entrecoupée donc de la Révolution de 1830 et puis finalement qui a fini dans la Révolution de 1848. Et cette période qui a été très longtemps mal vue, mal étudiée, peu reluisante, taxée de réactionnaire, sur plein de points de vue, a été beaucoup revue aussi historiographiquement ces dernières années. Bon, en tout cas, ce qu'on peut en dire simplement, c'est que c'est une période où il se passe, une période un peu laboratoire. On n'aime pas beaucoup dire que c'est une période de transition, mais c'est une période où il se passe beaucoup de choses, beaucoup d'expériences, qui sont à la fois marquées effectivement par des allers-retours entre la réaction politique et un retour régulier vers l'autocratie, en l'occurrence la monarchie, et en même temps, un essor considérable de l'opinion publique, de la vie politique, des pratiques démocratiques, qui s'enracinent vraiment à partir de ce moment-là, et de plus en plus d'ailleurs au XIXe siècle. Voilà, donc c'est une période tout à fait intéressante à plein de points de vue, et c'est une période, de point de vue littéraire, dont vous savez qu'elle est une période extrêmement riche, de grands bouillonnements culturels, intellectuels, avec un foisonnement assez important en littérature en particulier. Donc, les Trois Glorieuses, je vous rappelle, ont lieu donc, les 27, 28 et 29 juillet 1830. Elles ont mis fin au règne de Charles X, dont vous savez, il est arrivé au pouvoir, Charles X, en 1824, à la mort de Louis XVIII, qui était, alors tous les deux étaient frères de Louis XVI, je vous le rappelle. Et il est arrivé donc en 1830, lui, et en 1824, pardon, et il a été sacré en 1825. Et lui a installé un régime qui est passé aussi d'un certain libéralisme essayé, on va dire, à un retour aussi à une certaine réaction. Et à partir de 1827, il a connu de très grosses difficultés, de contestation à la fois des royalistes ultras, et puis aussi de républicains, pas très nombreux, mais ça c'est intéressant par rapport à Florence, mais qui sont de plus en plus nombreux, et le discours sur la République, la production de discours et de réflexion sur la République devient de plus en plus conséquente. Et donc, ce parallèle, en 1827, il y a des élections législatives, et les élections sont un véritable échec pour Charles X, qui va s'enliser, et finalement, donc, on a une révolution populaire à la fin du mois de juillet. Et cette révolution populaire n'aboutit pas à la République, mais aboutit sur une nouvelle monarchie, menée cette fois par une autre dynastie, donc c'est la fin des Bourbons, définitivement, mais arrive aux affaires Louis-Philippe Ier, donc le fils de Philippe Égalité, dont j'imagine vous avez peut-être entendu parler quand vous avez travaillé sur la Révolution. Philippe Égalité était donc un Orléans, donc de la famille du frère de Louis XIV, ça vous dit peut-être quelque chose, et ce Philippe Égalité a été régicide, donc il a voté la mort de Louis XVI. Bon, c'est juste pour vous resituer le personnage de Louis-Philippe, qui est dans cette lignée-là, parce qu'il y a une chose qui est absolument essentielle, d'ailleurs pour bien comprendre la politique au XIXe siècle, et le contexte dans lequel Musset s'inscrit d'ailleurs à ce moment-là, c'est qu'il y a à ce moment-là en France un gros, et ça va durer très longtemps encore d'ailleurs, une grosse difficulté à gérer l'après-révolution. Et qu'est-ce qu'on fait l'héritage révolutionnaire? Qu'est-ce qu'on fait de la révolution? Est-ce qu'on considère qu'il faut en tirer des conséquences tout à fait bénéfiques, etc. Ou au contraire, est-ce qu'on la met vraiment sur le côté? Bon, vous le savez bien, c'est finalement la première solution qui va l'emporter, mais il y a de gros débats à propos de l'héritage révolutionnaire et qui marquent complètement la politique et la vie politique. Alors, donc 1830, en France, Révolution. À l'époque où Musset écrit son drame romantique, il est très marqué par cette révolution et par son échec. Dans la mesure où même si elle amène au pouvoir, on le verra, un roi qui se dit roi citoyen, avec une avancée par rapport à la monarchie absolue, ou en tout cas à la monarchie telle qu'elle était vécue depuis la charte de 1814, il y a quand même un échec dans le sens où très vite, dans les années 31, 32, 34, il y a une répression à nouveau et un refermement, un durcissement du régime de façon très autoritaire. Donc il est dans cette perspective-là à ce moment-là. Côté de l'Italie, retour à Florence cette fois en 1534, on a une situation, encore une fois, faites très attention à ces comparaisons, qui ne sont pas des comparaisons toujours
très justifiées, mais qui ont un intérêt, mais qui ne peuvent pas être complètement mises en parallèle, parce que les contextes sont quand même différents, les états d'esprit, les mentalités. Mais toujours est-il qu'en 1534, on a à Florence une cité-État, qui est, vous savez qu'à l'époque l'Italie n'existe pas en tant que pays, n'est pas unifiée encore, et à Florence vous avez une cité-État qui a une réputation en Italie, évidemment, qui est la capitale, une des capitales de la Renaissance, donc vous la connaissez sans doute beaucoup plus pour ça, sans doute, mais elle a aussi la réputation d'être une ville qui a vraiment mis en avant le concept de la liberté et de la République, les valeurs républicaines. Alors là aussi, il faudrait passer du temps à faire la distinction entre ce qu'on appelle valeurs républicaines au XVIe siècle et au XIXe siècle en France. Les choses ne sont pas les mêmes, bien sûr. Mais enfin, il y a quand même un certain nombre de référents, et notamment le rôle du peuple, pour faire simple, qui est évidemment... et puis le refus d'un pouvoir absolu. Voilà, vous pouvez déjà vous baser là-dessus. Alors, à Florence, on a eu des républiques qui, là encore, ne ressemble pas à celle qu'on connaît évidemment nous, mais enfin, qui en tout cas donnait le pouvoir à une bourgeoisie, disons, assez aisée, et qui s'appuie quand même sous des formes particulières, sous un certain contrôle populaire. Bon. Donc, il y a eu des républiques qui ont quand même favorisé petit à petit l'accès à une oligarchie, c'est-à-dire le gouvernement par quelques-uns, et notamment à une famille qui, depuis le XIVe siècle, progresse dans la hiérarchie sociale et surtout dans la hiérarchie politique. Ce sont les fameux Médicis. Alors, ces Médicis sont à l'origine des banquiers, des commerçants. Ce sera intéressant de les comparer avec d'autres familles du XIXe siècle, justement, on en reparlera un peu plus tard. Et ils ont eu un parcours politique compliqué, ils ont été exilés plusieurs fois, ça n'est pas du tout simple. Il y a eu à Florence des situations d'instabilité politique chronique, avec une espèce de république théocratique à l'époque de Savonarola, vous avez peut-être entendu un petit peu parler de ça, mais peu importe. Et en 1530, pour la première fois, un Médicis, donc Alexandre de Médicis, obtient le titre de duc de Florence. Donc c'est la première fois que le titre est donné à Alexandre, en l'occurrence à un Médicis et à Alexandre de Médicis, et il est donné par en fait l'empereur Charles Quint, qui le ramène en fait à Florence dans ses attelages avec les Espagnols, et il est soutenu aussi par le pape. Or, vous le savez bien, ce pape, on subodore qu'il serait aussi son père. Donc, voilà, il y a déjà tout un tas de contextes un peu compliqués. En tout cas, à partir de 1530, Alexandre va dominer Florence jusqu'en 1537, 3 janvier 1537, où vous le savez, il est assassiné par l'un autre Médicis, le fameux Lorenzaccio, qui a décidé de tuer ce tyran parce qu'effectivement, Alexandre apparaît très très vite comme un débauché. C'est une image qu'on en a couramment, alors on le traite de bâtard, vous avez vu très souvent dans le texte, ça revient, on critique justement, alors le premier acte en particulier montre comment il récupère la tante de Lorenzaccio, comment on lui fournit des femmes, et il a cette, en tout cas dans Lorenzaccio de Musset, il apparaît uniquement sous cet angle-là, sous cet aspect-là, et même dans l'histoire, sauf depuis quelque temps, on reconnaît quand même qu'il aurait été un bon administrateur. Voilà. Donc de ce point de vue-là, dans une période qui était très difficile économiquement, j'y reviendrai. Voilà, en tout cas, on a ces deux profils, si vous voulez, de régimes qui s'appuient sur des bases, enfin en tout cas qui font référence à des républiques, à des valeurs républicaines, puisque la Restauration ne restaure pas l'Ancien Régime, et la monarchie de Juillet n'est pas une restauration de l'Ancien Régime, attention, mais de ce qui est issu de la Révolution. On tient compte de la Révolution française, donc il y a aussi tout un tas de références qui sont quand même rappelées dans la charte. C'est une monarchie constitutionnelle, c'est plus une monarchie absolue. Donc des deux côtés, il y a un souvenir très fort de la République, et justement, c'est ce que je voulais vous dire maintenant un petit peu plus. Alors, en ce qui concerne justement la République et l'aspect, la conception de la République dans les deux, il est intéressant de se souvenir qu'à Florence, comme en France, on met la République déjà très haut dans l'idéal politique. Vous savez qu'il y a une réflexion sur comment gouverner et quel type de régime adopter depuis les philosophes grecs. Et à Florence, en tout cas,
vraiment en Italie, à l'époque, Florence représente en tout cas la championne vraiment des libertés républicaines. Dans l'idéal, j'allais dire, parce que dans la réalité, c'est autre chose. Mais dans l'idéal, c'est cette idée-là. Il y a une espèce de tradition d'un humanisme civique qui a beaucoup été développé au siècle juste avant, en fait, la révolution l'arrivée du duc Alexandre, qui se basait justement sur un régime construit autour d'un conseil de 8, un conseil des 8, il en est fait référence souvent dans Lorenzaccio, avec 8 personnages importants qui gouvernent la cité, mais qui s'appuient sur une base populaire, et puis un gonfalonier, qui avait un rôle tout à fait important aussi, et qui correspondait un petit peu finalement à celui qui présidait véritablement les destinées de la ville. Et on continuait à entendre beaucoup ce discours, et vous le voyez dans Lorenzaccio, très souvent il est fait référence à ces valeurs républicaines, et on dit un tel est républicain, un autre ne l'est pas. Par exemple, je pense à la marquise Cibot, dont nous reparlerons à d'autres occasions, mais qui, elle, est considérée comme républicaine. Donc, malgré tout, dans les différentes catégories de la société, la République est toujours très forte. Et puis, en France, à la même époque, c'est la même chose. On est toujours dans ce rêve de la révolution inaboutie, inachevée, et un courant républicain se développe avec de plus en plus de partisans. Même si ça reste encore quelque chose de pas tout à fait acceptable pour l'heure. Il y a une question de moment. C'est pas encore l'heure vraiment de la République. On le sent très bien en France au moment des révolutions, notamment de celle de 1830. Mais on sent que les choses sont en train de mûrir, très certainement. Alors, dans les deux cas, que ce soit à Florence ou en France, on a aussi beaucoup de complots. Ça, j'y reviendrai. Et beaucoup d'idées de tyrannicide. Donc l'idée de placer, de travailler sur Lorenzaccio pour Musset faisait écho aussi dans son époque, parce qu'on essaye aussi de se débarrasser de ces personnages. Alors en France, on est quand même très traumatisé par la mort de Louis XVI, donc l'idée n'est pas forcément aussi violente qu'à Florence au XVIe siècle. On n'est qu'au XVIe siècle, donc le meurtre est vraiment quelque chose d'assez courant, enfin de même carrément courant, donc il n'y a pas du tout la même dimension par rapport à ça, mais quand même on a ce point commun aussi de complot tyrannicide ou régicide qui revient régulièrement. Autre parallèle que l'on peut faire dans ce contexte, c'est que les situations économiques sont catastrophiques dans les deux cas. Il y a une période très difficile à Florence au XVIe siècle, avec évidemment une société bourgeoise qui est en train de se développer autour de la finance. Enfin, ça fait longtemps au Moyen-Âge que tout ça est mis en œuvre, mais une crise économique, c'est encore une économie très fragile, très sensible aux difficultés agricoles, par exemple, et on a véritablement là une crise importante autour des années d'Alexandre. Et Alexandre, a priori, se montra plutôt un bon administrateur d'ailleurs par rapport à ça. Donc on ne voit pas, on ne sent pas d'ailleurs dans le texte de Musset de reproches par rapport à ça, du tout à sa gestion par rapport aux difficultés économiques. Et on ne sent pas le peuple non plus malheureux, comme on pourrait le sentir à Paris par exemple à la même époque. Ça c'est quelque chose qui est tout à fait différent de ce point de vue-là. En France, il y a une crise très difficile dans les années 30 aussi, crise qui fait déjà partie de ces premières crises, ces toutes premières crises du 19e siècle liées à l'industrialisation qui commence doucement en France à ce moment-là, qui est une crise financière, une crise liée à la spéculation immobilière. On retrouve des ingrédients que l'on va connaître très longtemps par la suite. Une crise liée aussi, qui entraîne des faillites bancaires et donc des faillites des premières industries, des premières manufactures. À l'époque, on parle encore de manufacture et pas d'industrie, et aussi des faillites par rapport au port, par exemple, à tout le commerce, notamment à toute la bourgeoisie commerçante. Donc c'est une période très difficile dans laquelle, du coup, le peuple devient un agitateur parce qu'il souffre aussi et se manifeste de plus en plus dans une tradition finalement qui commence à s'enraciner aussi, de tradition de révolte populaire, d'insurrection populaire, qui s'inscrit évidemment dans la continuité de la Révolution. Alors, par ailleurs, en 1832, pour couronner le tout, il y a une épidémie de choléra très importante qui est amenée de Russie et dont le père de Musset lui-même d'ailleurs meurt, et ainsi que Casimir Périer, dont je reparlerai pour le parallèle avec la famille des Médicis. Voilà, donc c'est un contexte qui n'est pas facile du tout dans les deux cas, et on voit très bien comment Musset a pu comprendre, et bien comprendre justement, la période de Lorenzaccio, puisque
en l'occurrence, c'est une histoire, toute l'histoire racontée est véridique, est historique. Il y a pas de, il y a encore une fois quelques égarements, mais enfin globalement, c'est tout à fait juste et ces descriptions sont tout à fait conformes à ce qu'on sait de l'histoire à ce moment-là. Alors, justement, on va voir un petit peu maintenant dans quelle mesure, dans ces deux époques, le peuple s'exprime et est un acteur majeur, en fait, et on le voit très très bien dans la pièce, est à la fois un acteur majeur et un acteur de seconde zone, si je puis dire, par rapport à la bourgeoisie ou à l'aristocratie encore. Alors, dans un premier temps, justement, regardez un petit peu cette vivacité de la vie politique à travers plusieurs acteurs. Alors, vous avez d'abord les familles bourgeoises et aristocratiques. C'est la même chose au XVIe siècle et au XIXe siècle. De ce point de vue-là, on a beaucoup de comparaisons possibles, avec des ascensions, par exemple l'ascension d'une famille comme les Médicis, qui sont partis de la banque, du commerce de la laine à l'origine, mais qui sont aussi actionnaires dans les mines d'Alun. L'Alun est ALUN, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est une pierre. Voilà, c'est une pierre qui permet de fixer la teinture, la couleur des tissus et la teinture. Donc depuis le Moyen-Âge, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement... et qui fait partie qui est un commerce tout à fait fructueux. Et les Médicis ont des actions dans des mines d'Alun. À un moment donné, ils vont les perdre d'ailleurs au profit des Strozzi, donc vous voyez un petit peu ce que ça va aussi engendrer. Et ils ont une ascension à la fois commerciale, financière, puisqu'ils développent tout un secteur bancaire avec un vrai réseau dans l'Europe entière. Vous savez que, notamment à Lyon, pour le coup, on sait que la banque italienne a eu un rôle tout à fait déterminant, y compris dans la topographie lyonnaise, hein, et que quand finalement... on peut mettre en parallèle, par exemple, une famille comme les Perrier, dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont commencé eux aussi dans le commerce, la finance, et qui sont arrivés aux plus hautes fonctions de l'État. Donc on est vraiment dans des profils sociaux assez similaires, de ce point de vue-là, du côté de l'essor de la bourgeoisie, et d'une bourgeoisie commerçante, financière, qui prend de plus en plus de place. Alors, à Florence, vous avez des familles. Et comme c'est dans le cadre d'une petite cité-État, les dimensions ne sont pas du tout les mêmes, vous avez des familles qui sont florentines et puissantes à Florence depuis très longtemps, que l'on appelle les magnati, donc les grands, tout simplement. On reprend les termes d'aristocrates grecs, enfin c'est toujours la même dimension, avec les Médicis qui sont les plus connus, mais tout un tas de familles qui se liguent régulièrement contre les Médicis. Donc vous avez, dans Lorenzaccio, il en est question évidemment en permanence, les Strozzi, en particulier les Strozzi qui sont une très très grande famille, qui a une histoire particulièrement intéressante parce qu'ils sont très liés aux Français. Et vous savez que les Médicis ont donné aussi de reines de France, Catherine et Marie de Médicis, et elles protégeaient justement contre leur propre famille d'ailleurs. En France, il y avait pas mal de réfugiés florentins qui venaient et qui étaient soutenus par ces deux reines, surtout par Catherine de Médicis d'ailleurs, contre leur propre famille. Donc des intrigues familiales extrêmement compliquées, où se jouent à la fois évidemment des querelles de préséance, d'honneur, de pouvoir... de tout un tas d'ordres. Entre ces magnati, alors il y a les Strozzi dont je vous ai parlé un petit peu, mais il y a aussi les Salviati. Alors vous vous souvenez que dans Lorenzaccio de Musset, justement, il y a une affaire entre les Strozzi et les Salviati, parce que un Salviati se permet de faire un compliment bien senti à une fille Strozzi, la fameuse Louise, qui finira mal un peu plus tard, mais en tout cas, il est vraiment... on est au cœur de ces querelles familiales qui partent sur des prétextes, parfois considérés comme très graves à ce moment-là, et qui sont en tout cas récupérés dans ces luttes de factions. Alors, on parle tout le temps des luttes de factions, déjà depuis longtemps à ce moment-là. Donc vous avez les Salviati, les Strozzi, les Pazzi aussi, qui ont fait carrément une conjuration en 1478 contre les Médicis, et ils avaient tué à l'époque Julien de Médicis, qui était le frère de Laurent le Magnifique, dont vous avez aussi sans doute entendu parler. Voilà, donc là, vraiment, 1478, la conjuration des Pazzi, ça ne vous sert pas directement pour comprendre ça, la date n'est pas essentielle pour vous, mais c'est un moment effectivement très important parce que ça a beaucoup traumatisé. Il y est d'ailleurs fait allusion plusieurs fois dans le Lorenzaccio de Musset, où on parle de cette famille Pazzi, et on fait allusion à notamment dans l'acte 1, dans la scène 5 de l'acte 1, où on fait allusion justement à cette conjuration, qui a beaucoup traumatisé évidemment la famille Médicis. Et les haines, on le sent très bien dans le Lorenzaccio, sont très fortes. Alors en France,
c'est pas aussi violent dans les formes peut-être, mais ces luttes de factions et ces luttes de famille sont aussi très importantes à l'époque de Musset, puisque vous avez déjà à l'intérieur même de l'aristocratie, qui a perdu progressivement de son pouvoir, mais qui en garde encore une importance sociale considérable, des différences entre l'ancienne noblesse d'Ancien Régime, qui date du Moyen-Âge, etc., et puis la noblesse d'Empire, par exemple, beaucoup plus récente. Vous avez des différences entre ceux qui soutiennent les Bourbons, les légitimistes, et puis ceux qui soutiennent les orléanistes. Bon, donc là aussi, vous avez des ruptures, et des ruptures, y compris à l'intérieur des familles aussi. Donc vous avez vraiment des choses très similaires de ce point de vue-là, qui ne se finissent pas forcément par des assassinats. Vous allez me dire, et l'assassinat du duc de Berry. Mais l'assassinat du duc de Berry, c'était en 1820, c'était pas, et c'était l'héritier du trône aussi, mais c'était par un ouvrier sellier. Donc on n'est pas là dans les luttes de factions véritablement. Mais il y a beaucoup de problèmes aussi, et de dissensions dans ces familles-là. Et puis vous avez une bourgeoisie montante, très importante au XIXe siècle, assez nouvelle, parce que la bourgeoisie la plus ancienne, qui a commencé son essor à la fin du XVIIIe siècle, a eu tendance un peu à ralentir, à perdre un peu, à ne pas s'adapter suffisamment vite à la modernisation de l'industrie en particulier. Et vous avez de nouveaux bourgeois, qui sont beaucoup des étrangers d'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont d'origine grecque, d'origine allemande, d'origine italienne aussi, qui viennent s'installer et qui font fructifier cette industrie qui monte. Avec, dans les deux, que ce soit au XVIe siècle ou au XIXe siècle, une composante patriotique très importante. On voit souvent dans le Lorenzaccio de Musset faire des allusions au patriotisme. Le mot patriote est une occurrence qui revient assez souvent. Et à ce moment-là, en France aussi, en 1832-34, il y a un regain de patriotisme très important que l'on trouve dans toutes les catégories sociales d'ailleurs. Bon, donc des oppositions violentes souvent, des affrontements qui font qu'on est dans un contexte lourd et instable. En ce qui concerne le peuple lui-même, il est intéressant de voir dans les deux côtés le peuple de la ville. Et ça, il y a aussi un parallèle très intéressant à faire sur la ville de Florence au XVIe siècle, qui est une ville en plein essor. Et l'Italie, pour le coup, il y a longtemps qu'en Italie, on développe l'essor urbain et que les villes sont des lieux tout à fait riches en création, en créativité, de tout point de vue d'ailleurs. Or, en France à ce moment-là aussi, l'essor urbain est en plein développement et on commence aussi à multiplier les transformations à l'intérieur de la ville et à avoir un peuple qui occupe cette ville, même territorialement. Et c'est très intéressant de voir que les Médicis ont occupé aussi territorialement, avec leur lieu de pouvoir, les différentes parties de Florence. Je vous mettrai une carte dans le petit dossier que je constituerai. Et vous avez, d'un autre point de vue, donc à Paris, des lieux, des faubourgs en particulier, qui sont concentrés, dont on sait que le peuple dangereux est concentré. Et dans les deux cas, on a une vision du peuple qui est à la fois un espoir, c'est très intéressant parce que le peuple représente tout et son contraire. C'est à la fois la base sociale sur laquelle on commence à s'appuyer, de plus en plus, même dans la monarchie d'ailleurs. On a plein de choses qui prouvent que l'opinion publique prend son essor. On a aussi un peuple urbain, pardon, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de vous dire. Oui, oui, merci. Mais c'était sur le rôle effectivement du peuple, donc qui est à la fois donc ce rôle, cet acteur majeur de la vie politique montante, et à la fois une donnée, un ensemble qui fait peur. C'est vraiment le peuple reste le peuple de la révolte, le peuple sur lequel il faut garder le contrôle, et ça on le voit très bien à la fois au XVIe siècle et dans Lorenzaccio on le voit parfaitement, et à la fois au XIXe siècle, on va le réprimer régulièrement. Alors, ce peuple, il est très représenté dans Musset, dans le Lorenzaccio en tout cas, par les marchands. Et c'est là où on voit d'ailleurs l'importance de la bourgeoisie marchande à l'époque. Les marchands, les orfèvres, donc qui sont vraiment évidemment des professions tout à fait en vogue à ce moment-là, et surtout fer de lance. Vous en avez beaucoup de scènes dans l'acte 1, vous avez la scène 2, vous avez l'acte 3 de la scène 3, où il est question beaucoup aussi de ces orfèvres, de ces marchands qui regardent. Alors, ils observent beaucoup ce qui se passe, ils commèrent, ils sont toujours au courant de tout ce qui se passe dans les familles. Ils interviennent éventuellement. Il y a une scène à un moment donné où le peuple doit être
contrôlé par les armées de l'empereur, justement, de celui qu'on appelle César, de Charles Quint, parce qu'il jette des cailloux. C'est au moment où les frères Strozzi essayent de se venger de Salviati, et le peuple prend parti. Donc le peuple a vraiment un rôle tout à fait majeur, il prend parti, il surveille, il commente, il intervient, il se révolte, et il est aussi victime des différentes répressions. En tout cas, dans les deux cas, il y a une critique assez vive, une critique sociale assez vive, et une critique qui montre bien, une critique qui s'exerce à l'encontre des dominants, en l'occurrence. Vous avez une phrase à un moment donné, je crois que c'est dans l'acte 1, non, c'est dans l'acte 1, scène 2, où l'orfèvre dit « La cour, le peuple le porte sur son dos ». Voilà. Bon, donc ça, voilà, tout est dit dans cette phrase, qui pourrait être complètement transportée au XIXe siècle, évidemment, où la monarchie, de la monarchie de Juillet depuis la Restauration, a reconstitué une cour, et c'est aussi un gouvernement de cour, de moins en moins d'ailleurs, mais il n'empêche que les formes restent encore très importantes à ce moment-là. Alors, d'autres acteurs sur lesquels je n'insiste pas, mais sont reconnus dans Lorenzaccio, les étudiants, par exemple, le rôle des étudiants est très intéressant. On voit bien dans les deux époques, alors les étudiants et la jeunesse urbaine, le rôle de la ville est tout à fait intéressant. Aux deux époques, d'ailleurs, on a exactement la même chose. La ville représente toujours cette espèce de laboratoire extraordinaire où il se passe tout. La modernité, la création, les transformations, la vitesse, et en même temps c'est le lieu de la débauche, c'est le lieu du danger. On lit très bien à cette époque-là en France les premiers ruraux qui partent travailler dans les manufactures en ville et dont les parents se disent « Mon Dieu, c'est fini, on a perdu nos enfants, ils vont au café, ils vont… » Bon, il y a tout ce monde-là, toute la ville. Et on retrouve la même chose, je ne sais pas si vous avez lu François Villon, mais voilà, on retrouve la même chose depuis le Moyen-Âge. La ville est à la fois très attractive et en même temps, c'est le lieu de tous les dangers, sur tous les plans. Donc on retrouve cette jeunesse dans les deux, une jeunesse bouillonnante, et c'était exactement le cas à l'époque de Musset aussi, des générations explosives et qui sont en attente, beaucoup aussi d'innovation et de révolution. Enfin, je voudrais m'intéresser un petit peu aux femmes, parce que ça, c'est une vision peut-être un peu différente, enfin, qui n'est pas encore trop perçue, peut-être, surtout chez Lorenzaccio, c'est pas forcément ce qui paraît le plus essentiel, et pourtant, ça me paraît intéressant, parce qu'en fait, depuis peu de temps, on a beaucoup retravaillé sur l'essor du mouvement féministe français au XIXe siècle, et notamment dans le cadre du mouvement saint-simonien. Vous savez qu'il y a eu un essor des socialismes utopiques, des différentes utopies, et notamment chez les Saint-Simoniens. Et les femmes ont commencé à développer un mouvement féministe où elles ont commencé à avoir des revendications très précises concernant le divorce, par exemple, dont Napoléon avait remis une société, vous le savez, très patriarcale après la Révolution. Et elles réclament donc un certain nombre de libertés politiques aussi et sociales. Et ce qui est intéressant, c'est que Musset est certainement au courant de ces choses-là, d'autant que, vous savez, il a eu comme maîtresse, d'ailleurs, il l'a à peu près encore à ce moment-là, George Sand. Bon, donc, il est dans cette mouvance-là, il a forcément entendu parler de ces revendications, qui sont récurrentes depuis la Révolution, mais qui sont minimes, évidemment, mais qui commencent à avoir un certain... On parle de féminisme à la française, quand même. Donc là, on a vu, l'histoire des femmes a beaucoup évolué, donc on a vu un peu tout ça depuis un peu mieux. Et on s'aperçoit, il y a des personnages de femmes qui m'ont beaucoup marqué dans Lorenzaccio, et qui me paraissent tout à fait intéressants, même si... Probablement, il n'a pas forcément cherché, Musset, à tirer ce fil-là, mais il montre quand même. Alors, par exemple, pour prendre celle peut-être qui est la moins importante, enfin quand même la moins importante, tout est relatif, mais c'est Louise. Vous savez, Louise Strozzi, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui a été alors qui meurt, sans qu'on sache jamais comment, d'ailleurs, vraiment pourquoi. Bon, elle meurt. Brutalement, elle meurt, et bon, alors on parle d'empoisonnement, mais on ne sait pas. En fait, finalement, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et en l'occurrence, elle, c'est la victime. C'est la femme victime. C'est la femme victime des désirs des hommes. Toute cette description de Salviati lui disant qu'elle a une jolie jambe. Vous vous souvenez, cette description où vraiment, ça nous paraît pas terrible aujourd'hui peut-être, mais à l'époque, c'est un crime de lèse. Enfin, c'est vraiment une déclaration très claire. Et donc, ça fait un casus belli dans les familles. Donc, elle, c'est la victime. Bon, et elle en meurt. Bon. Vous en avez une autre qui a un profil très intéressant aussi, c'est la marquise Cibot, évidemment.
qu'il appelle comtesse d'ailleurs parfois, mais enfin c'était une marquise, qui elle est une épouse un peu modèle, mais qui tombe qui tombe d'amour pour Alexandre, qui va la chercher aussi, et cette marquise, elle décide de l'aimer, et elle va jusqu'à tromper son mari dans l'idée, en tout cas c'est comme ça que ça nous est présenté par Musset, de transformer le duc, d'en faire quelqu'un de bien. Et ça, je trouve que là, il y a vraiment quelque chose de tout à fait intéressant dans ce point de vue-là et cette façon dont il la présente, où on voit très bien tous les efforts qu'elle met à essayer de transformer le duc. Elle n'y arrive pas, évidemment. Les femmes ne sont pas encore très efficaces à cette époque-là, sans doute, mais en tout cas, il y a une volonté assez étonnante, quand même, de sa part, d'avoir cette liaison. Et d'ailleurs, ça finit bien, puisque son mari lui pardonne tout à fait, il la comprend parfaitement. Bon, malgré tout. Et elle se dénonce d'ailleurs elle-même tout de suite. Il n'y a pas de problème, elle gère très bien la situation. Donc c'est un personnage quand même très étonnant, je trouve, pour cette époque-là, montré comme ça. On voit les femmes d'ailleurs sous un angle assez... Finalement, ces Florentines, elles ont un certain rôle politique, clairement. Bon, je ne parle pas de Catherine de Médicis, c'est encore autre chose, mais enfin, bon, on est quand même dans cette idée-là. Et puis, vous avez le personnage de Marie, la mère de Lorenzo aussi, qui est très intéressant. Parce que la mère de Lorenzo, elle se lamente à cœur ouvert, avec beaucoup de sincérité et d'authenticité, sur le désespoir que lui donne son fils, en lui montrant à quel point il est... complètement raté de son point de vue, c'est son éducation qui a complètement échoué. Donc dans tous les monologues qu'elle a avec Catherine, qui est qui est sa nièce, il y a cette dimension d'une mère brisée par le destin de son fils. Et je trouve que ce regard-là sur ces femmes de Musset est très intéressant. Alors, bon, ça s'inscrit, je pense, aussi dans tout un contexte qui est peut-être plus ou moins conscient chez lui d'ailleurs, mais qui montre une vision des femmes qui n'est pas... anachronique par rapport à ce qui se passe au XVIe siècle en l'occurrence, parce qu'on leur donne elles ont un certain poids, ces Florentines, en l'occurrence à ce niveau-là dans ces familles et dans les intrigues familiales justement et politiques. Vous voyez bien le rapport qu'elle a avec le fameux cardinal Malaspina en particulier, qui essaye de la manipuler mais qui n'y arrive pas. Donc il y a un regard sur les femmes qui est tout à fait intéressant. Alors, on voit aussi une critique de la religion, qui est tout à fait symptomatique et qui met bien en évidence aussi un parallèle que l'on peut faire entre les deux époques, puisque d'un côté, au XVIe siècle, vous avez une importance de l'Église tout à fait essentielle, évidemment, mais une Église quand même fort peu... fort débauché globalement, et puis puisqu'Alexandre lui-même serait très vraisemblablement et le fils de Clément VII, donc du pape, donc on a une église qui est représentée beaucoup par des prélats extrêmement mondains et qui font carrière politique dans l'église, donc on a un peu la même chose au XIXe siècle. C'était un des problèmes au moment de la Révolution d'ailleurs, et on a un petit peu la même chose au XIXe siècle, avec, dans le cadre de la Restauration et de la monarchie de Juillet, une volonté de retour religieux, de réveil. Vous avez peut-être entendu parler de ce réveil à la fois, pas seulement catholique, mais d'ailleurs aussi protestant. Bon, il y a tout un contexte qui fait que on a une espèce de retour de la position sociale de l'Église qui cherche à reprendre sa position, qui y arrive du reste, en tout cas sous Charles X et même sous Louis-Philippe, alors que parallèlement, on a déjà, et c'est d'ailleurs pour ça que les choses se crispent, une certaine déchristianisation qui est encore très limitée, évidemment, et le terme de déchristianisation d'ailleurs est un peu exagéré à ce moment-là, mais il n'empêche quand même qu'on a montré récemment qu'il y avait un pratiquant sur 8 habitants à Paris. On n'imagine pas qu'en 1826, il n'y a plus qu'un pratiquant sur 8. Donc ça, c'est des études très récentes, mais qui montrent bien que... Alors attention, c'est à Paris. Et Paris est un cas à part, évidemment. Il y a l'héritage de la Révolution, c'est la modernité, c'est toute l'avancée, en tout cas. Donc évidemment, c'est pas représentatif de tout le pays, mais quand même, ça en dit long. Et puis on sait ce qu'il y a en germe là. Bon. Et Musset fait une critique assez... qui n'est pas très original à son époque, c'est assez courant d'ailleurs, mais il fait une critique assez forte quand même des religieux, notamment à travers, alors il y a plusieurs personnages qui sont critiqués, vous avez l'allusion à Pierre Farnèse, qui avait donc violé jusqu'à ce que mort s'en suive, l'une de ses ouailles. Vous avez et surtout le personnage de Malespina, qui est vraiment, alors là pour le coup, le cardinal...
ambitieux, prêt à toutes les compromissions, y compris à soutenir l'adultère. Hein. Donc il y a vraiment un portrait extrêmement critique par rapport à ce prélat mondain qui essaye jusqu'au bout d'ailleurs de récupérer après l'affaire du meurtre. Voilà, donc vraiment un certain nombre de parallèles qui sont possibles entre ces deux époques finalement, et du coup cette contextualisation paraît tout à fait logique. Enfin, on comprend bien comment Musset a pu écrire un tel drame dans son époque, et comprendre justement, en vivant à son époque, écrire un tel drame qui se situait au XVIe siècle florentin. Juste une dernière chose aussi, j'ai oublié d'insister sur la violence. La violence est quelque chose, et la violence urbaine en particulier, est quelque chose de très présent, à la fois à Florence dans les années 1530, et aussi, bien sûr, à Paris essentiellement. Beaucoup plus dans les villes que dans les campagnes, il faut bien le dire, parce que les choses s'accélèrent beaucoup plus dans les villes. Mais il y a une violence permanente, une violence des rues, l'essor d'une certaine délinquance urbaine, que l'on voit très bien dans les faubourgs, par exemple, à Paris, et la mise en place, d'ailleurs, de régimes qui contrôlent de façon... pour rétablir l'ordre. Et le mot d'ordre est très important parce qu'on le retrouve des deux côtés. On retrouve cette volonté de maintenir l'ordre à Florence, et même chose dans la monarchie, mais aussi dans la République. Et dans les principes républicains, je vous rappelle que la sécurité, la sûreté des personnes est la garantie première. Donc il y a toute une police, à la fois à Florence, et en partie, évidemment, beaucoup à partir du 19e siècle, une police très efficace à Paris, avec tout un tas d'indicateurs. On parle beaucoup de Vidocq en ce moment, je crois qu'il y a eu une édition de ces lettres. Bon, voilà, on est dans un climat, dans un contexte où, effectivement, la violence est une donnée encore très essentielle de la vie de tous les jours. Donc on est habitué à ce climat de violence, à ces insurrections, à ces meurtres. C'est quelque chose qui, même encore en France au XIXe siècle, n'est pas quelque chose de très original non plus, et qui se retrouve dans les deux situations. Alors pour terminer sur cette étude rapide, je voudrais en venir à l'idée que finalement, pour moi, Lorenzaccio représente quand même 3 échecs. En tout cas, l'échec, à la fois, l'échec des révolutions d'abord. Donc l'échec dans le contexte historique, puisque les périodes dans lesquelles se situe l'action et dans lesquelles se situe vit l'auteur en l'occurrence, sont des échecs suite à des révolutions. À Florence d'abord, la mort d'Alexandre ne conduit pas à un changement radical de la situation, et même pas du tout. Puisque finalement c'est un autre duc qui arrive, un autre Médicis. On voit d'ailleurs assez rapidement, Musset ne s'étend pas du tout, très peu sur les intrigues. Le meurtre lui-même est décrit très rapidement d'ailleurs, ça se fait très vite, on n'insiste pas du tout, alors que c'est finalement l'affaire de la pièce. On va vers le meurtre, et en même temps la scène du meurtre, ça va très vite, elle est vite expédiée. Bon. Et il ne passe pas non plus beaucoup de temps sur les décisions. On voit bien qu'il y a des intrigues, mais très vite on choisit donc d'appeler Côme Ier, qui sera d'ailleurs très longtemps un duc important au niveau du mécénat, en particulier pour Florence, et qui va apporter une certaine stabilité. En tout cas, c'en est fini des rêves républicains à Florence, complètement. Et au contraire, la puissance médicienne va s'enraciner véritablement, elle va tenir jusqu'au XVIIIe siècle. À ce moment-là, c'est donc vraiment l'échec de la République. Et on voit bien d'ailleurs dans la dernière scène, dans l'acte 8, dans la dernière scène de l'acte 5, où il y a vraiment une espèce de passage de témoin finalement. Le serment de Côme dit qu'il va venger, qu'il doit venger Alexandre. Donc il y a finalement, on oublie l'aspect tyrannique et débauché d'Alexandre, et on repart sur une continuité dynastique qui finalement entérine le pouvoir médicéen et une république bien trahie finalement. Donc voilà, ça c'est pour Florence. Même chose d'une autre façon, encore une fois, ces comparaisons sont rapides et évidemment très critiquable, mais en 1830 c'est pareil, il y a eu cette révolution des 3 glorieuses, à ne pas confondre avec les 30 glorieuses, attention, n'oubliez pas, dont la colonne de la Bastille célèbre justement l'échec, mais enfin en tout cas célèbre ces trois jours-là, et très vite
il y a eu... Alors, Louis-Philippe est apparu comme un roi citoyen. Il se dit roi citoyen, on a l'impression qu'il a compris le message de la Révolution de 1830. Il se dit roi citoyen et il se dit roi des Français. Ça, c'est très important, parce que c'est la reconnaissance du peuple, là, quand même, d'une certaine façon. Mais très vite, en fait, les illusions vont tomber assez rapidement. À partir de 31-32, toutes les oppositions internes vont être brisées, notamment du côté des ultra-royalistes. Vous savez peut-être que la duchesse de Berry, en 1832, donc celle dont le mari est mort en 1820, d'abord, entre-temps, elle a eu un fils, l'enfant du miracle, qui est né après la mort de son père. Et cet enfant du miracle, le duc de Bordeaux, est l'héritier futur du trône, si les légitimistes revenaient aux affaires. Et elle va fomenter une espèce d'insurrection en Vendée, en souvenir de la révolution vendéenne, enfin de la guerre de Vendée, de 1793-94, au moment de la Révolution. Bon, cette expédition très chevaleresque, qui très clairement appartient à une autre époque, et très vite tourne à la déroute, et finalement, c'en est fini de l'opposition violente, légitimiste. En revanche, côté populaire, c'est la même chose. Enfin, pas en revanche, au niveau du peuple, les insurrections populaires dans les années 31-32 sont aussi plusieurs insurrections populaires qui sont systématiquement réprimées, notamment la célèbre révolte des Canuts à Lyon, mais qui a une extension très importante en 1831 et 34, avec, on envoie la troupe, et c'est très symboliquement, ça a été, pas seulement d'ailleurs symboliquement, mais ça a été très relayé, cette révolte des Canuts. Donc il y a là aussi une désillusion. 31, la révolte des Canuts, c'est ça que... Oui. C'est où? Ah, c'est à Lyon, pardon. Oui, excusez-moi. Alors, Canus, ça s'écrit C-A-N-U-T-S. Oui, pour ceux qui ne le sauraient pas, pardon, ce sont les ouvriers soyeux. Qui sont donc qui descendent de la Croix-Rousse à Lyon justement, et puis qui se révoltent pour réclamer de meilleures conditions à la fois dans leur travail et dans leur salaire. Bon, donc des révoltes, des insurrections populaires comme il y en aura beaucoup d'autres encore. Ceci étant, celle-là a été... Alors, ces insurrections populaires, il y en a une à Paris à ce moment-là aussi, en 32, et celle-là, elle nous est bien connue parce que Hugo, qui à mon avis est bien plus engagé, enfin c'est pas mon avis, qui est bien plus engagé que Musset politiquement en l'occurrence, Hugo la relaie dans Les Misérables quand il fait mourir Gavroche, vous le savez, sur les barricades. Et c'est justement à propos de cette insurrection-là. Donc, répression, et là encore, fin des illusions, à la fois évidemment des illusions républicaines, c'est sûr, mais aussi fin des illusions sur un changement de société, un changement de forme. En fait, il est vraiment réellement en train de se faire ce changement, mais du point de vue de la génération de Musset, les choses ne vont pas assez vite. Ils sont jeunes, ils sont impatients et ils veulent que ça bouge, que ça change. Et en fait, pour l'instant, ils ne perçoivent pas ce changement. Deuxième échec, c'est l'échec pour Lorenzaccio, puisque finalement, Lorenzaccio, vous le savez, pense par le meurtre, en tout cas c'est ainsi que j'ai compris, retrouver sa pureté, se purifier d'une certaine façon et finalement trouver de la rédemption. Bon. Et en fait, pas du tout. Il y a un vers très important à l'acte 5, dans la scène 7, le vers 437, où Philippe Strozzi, qui pour le coup est le modèle du vieux sage, qui a compris les choses, qui est distancié, lui dit, en fait, vous n'êtes pas changé. Et Lorenzo lui répond en lui expliquant qu'effectivement, il se rend bien compte que non, il n'a rien changé. Et on sent une très forte désillusion, alors sur laquelle je vais revenir un tout petit peu, parce que cet échec, finalement, il le conçoit, mais sans émotion. Il parle de l'ennui qui revient, que malgré ce qu'il a accompli, qu'il avait mené depuis très longtemps, visiblement, c'est quelque chose qui est très prémédité, et il a cru en cet acte comme un acte libératoire. Et en fait, pas du tout. Et la vie, finalement, ne change pas et il s'ennuie toujours autant. Et ça me paraît tout à fait intéressant. Et de ce point de vue-là, sans doute, Lorenzaccio est un héros romantique, incontestablement. À côté de ça, pour le coup, vous le savez, Lorenzo est assassiné tout de suite dans le Lorenzaccio. En fait, il ne sera assassiné qu'en 1548, donc 10 ans après le meurtre dans la réalité. En tout cas, il est désespéré. Il se comporte dès le début, on le dit, athée, qui se moque de tout. On sent très bien cette distance et
cette forme de cynisme finalement, et qui nous renvoie quand même beaucoup, pour le coup, à la génération de Musset, à cette génération qui s'est considérée comme une génération sacrifiée, sachant que effectivement un certain nombre de désillusions, ils n'ont pas connu la gloire napoléonienne, dont leurs pères sont encore très remplis. La monarchie ne leur donne pas les moyens de trouver vraiment. Alors il y a eu cette révolution de 1830. Alors on le verra plus en 48. Il y aura plus effectivement cet espoir de changer les choses. Mais c'est une génération qui est celle du romantisme, que vous avez étudié davantage en littérature, donc une génération désabusée un petit peu. Et de ce point de vue-là, et ce sera ma conclusion, il me semble en l'occurrence que Lorenzaccio ou Musset, et là je crois qu'il y a un moment où les deux se confondent quand même beaucoup et se répondent, en tout cas Lorenzaccio me paraît un héros romantique, certes, mais sans émotion. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. On le sent, on dit lui-même, on dit il le dit, mais la première fois que j'ai aimé une femme, elle a ri. J'aurais pleuré avec elle, mais elle a ri. Et on a l'impression que c'est le début de la fin, que ça l'a brisé définitivement. Et que du coup, le reste, il dit bien, oui, j'ai aimé les fleurs, j'ai la poésie, et puis ça ne le sauve pas. Et on a l'impression que rien, y compris cet acte, alors qui est présenté comme un acte politique, de libération du tyran, etc. Mais je crois qu'on peut y voir autre chose aussi, et c'est peut-être de ce point de vue-là qu'il est plus romantique en l'occurrence. Mais je trouve que ce manque d'émotion, alors c'est vraiment pour le coup un point de vue personnel, cette désespérance qui semble définitive chez Lorenzaccio, ça me paraît pas si romantique que ça. Bon, alors on pourra peut-être en parler tout à l'heure, tu devras nous donner ton point de vue peut-être, mais je trouve qu'il va au-delà du héros romantique par rapport à ça, Lorenzaccio. Mais bon, peu importe, en tout cas, voilà. Et Musset dit dans Rolla en 1833, « Je suis venu trop tard, dans un monde trop vieux. » Donc, lui aussi, il ne trouve pas là. Évidemment, Musset, on pourrait se dire, regardez Hugo, regardez Lamartine, plus tard en 1848, qui est là au moment de la République et de la proclamation de la République. Ce sont des écrivains qui se sont engagés beaucoup plus que Musset. Musset ne s'est pas engagé du tout. Il a fait cette pièce. Bon, on a vu qu'un certain nombre de choses lui permettent de critiquer, mais il ne s'engage pas véritablement. Il fait en 1835 un poème sur les lois. Il y a eu des censures. Alors, toute la période est marquée par des retours de censure sur la presse, pardon. Et il écrit un poème qui s'appelle « Loi sur la presse », où justement il critique cette censure, mais j'ai l'impression, d'après ce que j'ai pu en voir, que c'est le seul vraiment engagement patent, et que par ailleurs Musset paraît vraiment comme Lorenzaccio très désabusé. Il passe sa vie dans les maisons de mauvaise vie, il est brisé par un amour qui n'est pas celui de George Sand à l'époque où il écrit. La situation n'est pas brillante entre eux, mais c'est surtout l'amour qu'il a eu avec une femme mariée au tout début de sa carrière d'amoureux, si on peut parler comme ça. Et j'ai l'impression que c'est plutôt ça qui l'a brisé, et que lui aussi, dès le départ, un petit peu comme Lorenzaccio, a l'impression que tout est perdu d'avance. Et que même un acte extraordinaire, finalement, ne lui rendra pas le goût de vivre. Voilà. Donc, je crois que je vais m'arrêter là sur cette idée d'un Lorenzaccio, peut-être aussi désespéré que Musset, ou Musset aussi désespéré que Lorenzaccio, je ne sais pas. Merci.